Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun porte le deuil national dès demain vendredi en mémoire des victimes du naufrage des navires militaires survenu le 16 juillet 2017 au large de la presqu'île Bakassi. Le gouvernement vient de lever un coin de voile sur le programme des obsèques, mais aussi des hommages à rendre en mémoire de ces Camerounais victimes d'une scène tragique survenue au large de la presqu'île Bakassi. 2 jours de deuil national, on en parle dans ce journal. Un Camerounais appelle à la rescousse l'ONU, son cri de détresse vient de retentir au groupe de travail chargé bien sûr du respect des droits de l'homme dans le monde. Paul Aya Abiné appelle l'ONU à intervenir en urgence. Ce magistrat retraité placé en détention dénonce sa détention illégale et déplore ses conditions de santé au secrétariat d'État à la Défense où il est enfermé depuis plusieurs mois. Dans ce journal, nous lèverons également un coin de voile sur la surpopulation carcérale dans plusieurs pensions, donc justement dans ces peines, dans ces prisons secondaires au Cameroun. Enquête à suivre avec les responsables en charge d'améliorer les conditions de vie de ces prisonniers dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 11 jours après le naufrage d'un navire militaire au large de la presqu'île Bakassi, 2 jours de deuil national sont déclarés en mémoire de la trentaine de victimes mortes dans cette scène tragique survenue le 16 juillet 2017. Les drapeaux seront mis en berne demain, vendredi et samedi, selon un décret du président de la République. Des hommages sont également prévus vendredi matin à l'esplanade de la base aérienne située à Douala. Et à cet effet, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assama, est annoncé pour présider cette cérémonie funeste donc, qui se tiendra à la base aérienne située à Douala demain matin. Ensuite, les corps déjà disponibles seront rétrocédés aux différentes familles selon un communiqué signé cette fois-ci du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assama. 2 jours de deuil national à partir de demain selon un décret du président de la République. On a frôlé le pire lors du déraillement d'un train transportant du pétrole à Macondo dans la Sanaga-Maritime. Cet accident ferroviaire a provoqué une ruée des populations vers des wagons contenant du gazoil, une scène digne d'un film cauchemar comme celui vécu en 1998 en Sam à Yaoundé. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont empêché une nouvelle catastrophe. Ils ont stoppé, cette force de l'ordre, elles ont stoppé net les populations, mais les risques de survenant d'explosions liés à ce déraillement étaient dans tous les esprits. Des précisions avec Rodrigue Ngassi et Eric Martial Ndjomo. Un filet de gazole serpente la forêt de Macondo dans l'arrondissement d'Ongoué, département de la Sanaga-Maritime. À la source, plusieurs wagons, 4 fers en l'air avec des citernes remplies du précieux liquide inflammable. Les populations n'ont pas hésité à investir les lieux chargés de nombreux bidons pour s'approvisionner. Certaines personnes réussissent d'ailleurs à faire plusieurs tours, se frayant difficilement le passage dans la broussaille. D'autres, inconscientes du danger, fument à proximité de ce carburant. Tout se passe autour de 9 heures. Lorsque je venais au champ avec mon grand frère, qui s'appelle Pécos, dans les environs de 9 heures, pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. Et à notre grande surprise, lorsqu'on veut venir traverser la piste pour aller au champ, on s'en rend compte qu'il y a le carburant, le gasoil qui coule. Et on voit les wagons qui sont tombés à terre. Et tout à coup, le gendarme, le commandant appelle les forces de maintien de l'ordre à aider. C'est là où ils viennent, ils ont essayé de disperser tout le monde qui est venu pour recueillir le gasoil qui coulait. Ce cordon de sécurité éloigne les populations. Une victime est tout de même à déplorer. On trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons, qui était bloqué à la cuisse. Et lorsque mon grand frère n'est pas appelé le commandant, quand le commandant arrive, il essaie d'appeler les mécaniciens. On fait tout pour sortir le vigile.
mais ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire sortir. Et jusqu'à l'heure actuelle, le vigile est déjà transporté pour Douala. Les spécialistes de la Camraï s'activent depuis à dégager les wagons. Les leaders interpellés dans le cadre de la crise anglophone étaient au tribunal militaire. Ce jeudi, l'on note que le fait majeur de cette audience, c'est la récusation du député Joseph Bandam. Le tribunal a estimé que l'élu qui était jusque-là membre de la défense des prévenus ne pouvait être député et se positionner contre les intérêts de l'État dans le cadre de ce procès. Une décision qui a énormément surpris les autres avocats de la partie de la défense. L'on note que plusieurs policiers ont été appelés à la barre pour être des témoins à charge contre la leader du consortium de la société civile anglophone, mais aussi près de 24 autres prévenus qui sont poursuivis dans le cadre de cette affaire concernant la crise anglophone. Il y a également un cri de détresse d'un Camerounais qui a retenti à l'ONU. Ayapo Labiné, magistrat en retraite, est placé en détention. Au secrétaire d'État à la Défense appelle l'ONU en rescousse pour le libérer d'une détention qu'il juge illégale. Il fait part de sa santé qui ne cesse de se détériorer au quotidien. Et restons dans l'univers carcéral pour évoquer cette surpopulation et ce délabrement des prisons au Cameroun. C'est le cas dans le département dans une autre prison que vous le verrez en image dans la région du Sud où la surpopulation carcérale est décriée par la Commission nationale des droits de l'homme et les prisonniers déplorent les conditions de détention. Roger Takala et bien sûr Julienne Berthe-Bissaye. La prison d'Ambam est dans un état piteux. La vétusté de ce bâtiment ainsi que l'état de délabrement très avancé des toilettes renseignent à suffisance les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Une véritable menace tant pour leur vie que pour le respect lié à leurs droits. Nous avons visité l'intérieur de la prison, mais il faut vous dire que c'est une prison vétuste et je puis vous dire qu'il y a un mur qui est en train de se fissurer et ne soyez pas étonnés que dans les prochains jours, ce mur tombe sur les détenus. Donc il y a quelque chose à faire de manière très urgente au niveau de la prison d'Ambam. Créé dans les années d'indépendance, ce lieu d'incarcération situé dans le département de la vallée du Ntem, n'est plus que l'ombre de lui-même. Conçu pour accueillir 50 détenus, l'on dénombre aujourd'hui environ 200 détenus incarcérés dans cette prison. Ici, la ration alimentaire journalière est dérisoire et se fait une fois par jour. Elle est constituée la plupart du temps du couscous de maïs à la sauce de soja, servi dans des seaux en plastique. L'alimentation en eau potable est inexistante en ce lieu et les détenus sont constamment exposés aux maladies diarrhéiques. Ces tissus, jetés à même le sol, leur servent au quotidien de matelas. Ce tableau peu reluisant est le fruit du constat fait par la Commission nationale des droits de l'homme pour la région du Sud en visite de travail dans ce pénitencier. L'absence des autorités judiciaires supposées les tenir compagnie au cours de cette visite a paralysé le travail. En bas, nous n'avons pas pu être accompagnés par le procureur ou l'un de ses substituts, ce qui nous a causé beaucoup de tort et nous n'avons pas pu accéder à certains lieux que nous devions visiter. Le parquet est notre partenaire privilégié. Donc quand nous descendons sur le terrain, le parquet doit nous accompagner. En tant qu'État de droit, si le Cameroun est un État de droit, nous n'en doutons pas, donc le droit doit être respecté. Comme dans beaucoup d'autres prisons enregistrées sur l'étendue du territoire national, le calvaire des détenus est une réalité. Nous reviendrons sur ces conditions de détention au Cameroun, mais aussi sur ces mécanismes de saisine du groupe de travail en charge des droits de l'homme à l'ONU en deuxième partie de ce journal avec Maître Simon-Serge Kakak, avocat, mais aussi analyste politique. Cela fait des années qu'ils ont répondu à l'appel de la fonction publique pour former les nouvelles générations de Camerounais dans les zones les plus reculées du pays. Et malgré cet engagement, vous les voyez, ces professeurs de lycée cumulent des mois de salaire impayés et leurs matricules d'intégration sont toujours indisponibles. Ces conditions de travail insupportables ont provoqué la colère des enseignants de Bakassi. Ils ont effectué un sitting devant la délégation régionale des enseignements secondaires pour la région du Sud-Ouest. Cette fois-ci, à Bamenda, les populations déplorent le mauvais état des routes dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest.
C'était l'une des raisons du soulèvement populaire en fin d'année 2016. La situation n'a pas du tout évolué. Les usagers peinent à pouvoir se déplacer en plein centre-ville de Bamenda. C'est le constat que font Martin Manguelet, Julienne Berthe-Bissaye et Stella Mbou dans ce reportage. Nid de poules, creux, flaques d'eau, voici quelques clichés de l'état des routes à Bamenda. Ici, il est quasi impossible de se mouvoir d'un point à un autre. C'est vraiment catastrophique. Ça ne ressemble pas à Bamenda. Il est impossible de faire 10 mètres sans toutefois voir les nids de poules et flaques d'eau. On ne sait pas ce qui ne va pas. Quand vous avez un malade à transporter à l'hôpital, c'est très difficile. Quitter de Upstation Pumquen en passant par Down Street, Ayaba Street, partout dans la ville, c'est impraticable. Les usagers de ces routes très sollicitées s'interrogent sur le rôle de la structure qui en a la charge. C'est difficile pour les piétons de se mouvoir dans cette ville. On ne sait qui est qui et qui gère le dossier sur les routes à Bamenda. Nous ne savons si c'est la commune, la sous-préfecture ou le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui en a la charge. Ils pensent tout de même qu'il est grand. Le ministre de l'économie avait annoncé en avril 2017 la signature d'un accord de crédit avec la Banque mondiale, évalué à près de 113 milliards de francs CFA pour financer la construction de la route Babadjou-Bamenda et justement pour pouvoir résoudre ce problème lié au mauvais état des routes dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Dans le reste de l'actualité, l'on note qu'il est difficile de l'observer à l'œil nu, mais les experts tirent la sonnette d'alarme sur une forte concentration du mercure dans l'environnement, mais aussi dans les produits cosmétiques et certains aliments commercialisés au Cameroun. L'utilisation de cet élément chimique, au-delà des normes, peut affecter le quotient intellectuel, mais aussi occasionner de nombreuses maladies chroniques et entraîner des pertes évaluées à plusieurs milliards de francs CFA au Cameroun. Ce sont des experts qui tirent la sonnette d'alarme lors d'une rencontre scientifique qui s'est tenue à Douala. Des précisions avec Equa Claude et Albertine Bichaga. Le Cameroun, comme plusieurs autres pays dans le monde, fait face à un danger peu connu, mais qui pèse pourtant lourd sur son économie. Le mercure. Selon une étude récemment publiée dans une revue scientifique internationale, 34 à 45 milliards de francs CFA de revenus potentiels sont perdus chaque année dans la seule ville de Douala du fait de ce métal jugé dangereux pour la santé. Et le principal effet de ce métal, c'est sur le système nerveux, c'est-à-dire sur le cerveau de l'être humain, avec notamment une diminution des capacités intellectuelles du sujet qui est exposé au mercure, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui était intelligent et qui, à cause d'une exposition aiguë, c'est-à-dire à court terme, ou alors une exposition après plusieurs mois ou années, voit ses capacités intellectuelles diminuer. L'exposition au mercure, selon les scientifiques, aurait également des effets néfastes sur les reins, le système cardiovasculaire, les organes en développement tels que le système nerveux fœtal, plus sensible aux effets toxiques de ce produit. La contamination au mercure est faite par des émissions issues des industries, mais également dans la vie de tous les jours. Il a été trouvé dans notre étude que l'une des sources des expositions de contamination du mercure, c'est par exemple les entreprises. Par exemple, on a les cimenteries, on a les fonderies, on a les entreprises de production de peinture, on a les cabinets dentaires, on a la gestion des déchets des ménagers. Ce type de sources sont nommément citées dans la convention de Minamata sur le mercure qui oblige les gouvernements à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer la pollution mercurielle afin de protéger la santé humaine et l'environnement. C'est une action qui doit être collective et il faut que vraiment toutes ces parties, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, le gouvernement, les organisations de la société civile puissent converger pour que cette sensibilisation soit faite. Alors que le Cameroun est dans une phase de préparation de la ratification et de la mise en œuvre de la convention de Minamata, un inventaire exhaustif
de toutes les sources de rejet de mercure dans le pays est indispensable. Vous le savez peut-être, les fruits sont essentiels à une alimentation saine et équilibrée, mais très peu de Camerounais en consomment au quotidien et ceux qui les intègrent dans leur alimentation ignorent presque tout des apports énergétiques des fruits, mais aussi des heures propices pour la consommation en vue d'éviter de probables intoxications alimentaires. Au regard de l'abondance des fruits dans les marchés, nos reporters François Djikoumé et Kate Diarra ont testé de nouveaux modes de consommation des fruits suivant les conseils d'un diététicien. Reportage. La saison de pluie est favorable à la culture de nombreux fruits. Sur les étals des marchés à travers le pays, il y en a de toutes sortes et accessibles à toutes les bourses. De quoi provoquer une véritable ruée de consommateurs. S'ils sont nombreux à consommer des fruits de façon régulière, très peu connaissent le véritable rôle de ces derniers dans l'organisme. Les fruits sont des meilleurs aliments dans lesquels on retrouve à la fois les substances énergétiques et les substances d'équilibre. Ces fruits peuvent vous apporter des substances nutritives. Vous avez les sels minéraux, les vitamines, vous avez les oligo-éléments, vous avez des enzymes, vous avez des antioxydants également qu'on retrouve dans les fruits tels que la vitamine C. À quelle heure consommer quels fruits? Le matin, l'organisme a besoin d'être éveillé. Par conséquent, vous devez choisir des fruits dans lesquels on retrouve des substances qui participent à l'éveil de l'organisme. Des substances contenues dans de nombreux agrumes. Vous avez par exemple la vitamine C qu'on retrouve dans la plupart des agrumes, tels que le citron, les oranges, les pamplemousses. C'est pour cette raison que ces fruits sont beaucoup plus conseillés le matin. Dans la soirée, il est vivement recommandé de ne pas toucher aux agrumes, mais à la place des fruits tels que l'ananas. Parce que l'ananas contient des substances qui amènent le cerveau à sécréter plutôt les substances d'endormissement comme la sérotonine. Les spécialistes de l'alimentation recommandent également de les consommer alors que l'estomac est vide et de ne pas les allier à des féculents et des protéines qui vont alors ralentir la digestion, les transformant de ce fait en sucre, nuisible pour le foie. C'est pour cette raison qu'il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais bu d'alcool, mais qui se retrouvent avec des cirrhoses parce que la consommation des fruits parfois est très mal perçue. En dépit de leurs apports, les fruits peuvent également être source de maladies lorsque leur processus de production ne respecte pas les normes en matière de culture et d'hygiène. Vous avez des cancers parce qu'à l'intérieur de ces fruits, vous allez trouver des substances toxiques qui peuvent rester dans l'organisme et modifier certainement le fonctionnement de nos cellules. Restons dans les marchés où des voix s'élèvent de plus en plus pour contester les prix d'attribution des boutiques construites dans le nouvel espace marchand à Mokolo, un quartier de la ville de Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Aïk Cyril. Espace sauvette de l'émergence, c'est le nom de baptême de la nouvelle plateforme commerciale aménagée au marché Mokolo à Yaoundé. L'ouvrage a été réalisé grâce au partenariat entre la communauté urbaine de Yaoundé et un opérateur privé. Ça, c'est un cas pratique où la communauté urbaine a mis à la disposition du partenaire privé le terrain. Le partenaire privé recherche des finances et est construit. Il s'est rémunéré pendant une durée donnée de ce qu'il a fait. Donc, dans 25-30 ans, bon, ça va revenir à la communauté urbaine. L'inauguration a drainé du beau monde au marché Mokolo à Yaoundé. Mais à peine le ruban symbolique coupé, les critiques commencent à naître. Nous ne sommes pas d'accord pour le mode de fonctionnement. Ceux qui vont occuper ces sites sont à 80% les non-opérateurs du secteur informel au marché de Mokolo. Accusés d'avoir écarté les petits commerçants d'un espace qui leur est dédié en priorité, le concessionnaire se défend. Nous avons enregistré uniquement ceux qui sont enregistrés. Pas de discrimination, mais les sauveteurs ont été prioritaires sur tous les plans. Quelle que soit leur appartenance, tous ont été servis. Or, vous ne pouvez pas rester chez toi et nous venons te proposer. Ceux qui sont venus vers nous ont trouvé satisfaction. Autre problème soulevé, celui relatif aux conditions d'acquisition d'un magasin.
Il suffisait juste de s'inscrire à 20 000 et 25 000 de frais de comptoir et quelques petites exigences vu les travaux parce que c'est un investissement participatif. Alors, si certaines prétendent que ce n'est pas fait pour les sauveteurs, je crois que c'est fait pour les sauveteurs. Les explications du concessionnaire sont battues en brèche par les commerçants. Un seul comptoir ici là coûte près de 500 000 francs. Je dis bien 500 000 francs. Est-ce qu'un opérateur économique du secteur informel qui a un capital de 100 000 francs peut entrer en possession de ce comptoir? Une fois de plus, on a laissé ça aux grands hommes d'affaires. Ils sont accaparés et on viendra une fois de plus nous massacrer. Espace Sauvette de l'émergence, c'est une plateforme de 1400 boutiques bâtie sur une superficie de plus de 6000 m². Coût total des travaux, près d'1,6 milliard de francs CFA. Un montant que les commerçants du marché Mokolo contestent également. Dans l'escale internationale de ce journal, la polémique enfle autour des législatives qui doivent se tenir dimanche prochain au Sénégal. L'on note que les nouvelles cartes électorales ne sont pas encore disponibles, mais aussi les modifications des règles du jeu électoral continuent de susciter de vives critiques, notamment à l'encontre du président Macky Sall. Des précisions avec nos confrères de Renews. La polémique sur le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonne les derniers jours de la campagne des législatives au Sénégal. À 3 jours du scrutin, des opposants auraient voulu que la date des élections soit repoussée. Ces nouvelles cartes, qui sont aussi cartes d'identité biométrique et permis de conduire, n'ont été livrées qu'à 70%. Plusieurs partis de l'opposition ont même rejeté la dernière initiative du chef de l'État. Macky Sall a en effet saisi le Conseil constitutionnel pour autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. Donc, il y a un certain nombre de questions, n'est-ce pas, que l'opposition se pose et que le Sénégal se pose sur la transparence même, n'est-ce pas, du scrutin, si le Conseil constitutionnel venait à valider la requête, n'est-ce pas, du président de la République. Mardi, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar, dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Mais Abdoulaye Wade, rentré au Sénégal pour faire campagne le 10 juillet dernier, après plus de 2 ans d'absence, a été empêché de se rendre sur les lieux. Ses partisans ont été dispersés par des jets de gaz. Un public reportage dans ce journal avant la deuxième partie. La compagnie d'assurance Beneficial Life accompagne des jeunes bacheliers bénéficiaires de ces produits d'assurance dans leur trajectoire académique. Des séances d'orientation ont été organisées à cet effet à Douala. Reportage. Le contrat éducation scolaire est l'un des produits commercialisés par Beneficial Life Insurance. Le contenu fort alléchant de ce contrat justifie la présence en ces lieux des assurés et des ayants droit. Bon, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont été assurés par les parents à travers le produit Children Education Plan, en anglais c'est plan éducation scolaire en français, et ils ont perdu leur père ou leur mère, et Beneficial Life les assiste pour payer leur scolarité. Bon, Beneficial Life fait ça depuis 43 ans. Chaque année, presque 500 enfants ont Beneficial Life aidé, et un montant de 100 millions chaque année. La journée de l'orientation professionnelle, qui se positionne comme la principale innovation autour de la traditionnelle cérémonie de remise de chèques, est un programme d'éducation conçu pour préparer les jeunes de 15 à 18 ans à avoir une meilleure compréhension des opportunités professionnelles qui s'offrent à eux à la fin de leurs études et comment construire leur carrière. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est en plus de pouvoir honorer nos engagements qui sont les rentes d'éducation scolaire que nous payons à ces enfants qui ont malheureusement perdu l'un de leurs parents. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en les orientant dans la carrière qui peut suivre, et aussi de mettre en place un système de mentoring. Et c'est pour joindre la parole à l'acte que les enfants conviés à la conférence sur l'orientation professionnelle de Beneficial Life Insurance vont bénéficier de l'encadrement des professionnels issus de divers domaines d'activité, créant ainsi la passerelle à ce projet qui consiste à affecter à chacun de ces enfants un parrain. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ne peut être parrain que celui qui est expert dans un domaine précis.
Tout le monde ici peut l'être. Dans le cas de l'espèce, je suis venu apporter ma modeste expérience à ces jeunes qui vont bénéficier de notre encadrement dans le choix de leur carrière. Du côté des participants, l'on se dit satisfait de la qualité des enseignements reçus. Cette conférence m'a permis de mieux comprendre la profession de magistrat et les autres métiers du droit, car j'aimerais faire carrière dans ce domaine et prôner la paix et la vérité dans le rendu de mes verdicts. Merci à Beneficial Life. Pour les parents et ceux en matière d'assurance, il n'y a pas mieux que Beneficial Life Insurance. Je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'ils multiplient ce genre d'action. Parce que moi, j'ai eu 3 enfants ici, du vivant de mon mari. Il m'a laissé 3 enfants. Mais depuis, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à ce genre d'événement. Et ça me va vraiment droit au cœur et je prierai le directeur du groupe Beneficial Life de multiplier ce genre d'action pour que beaucoup d'enfants en bénéficient. Il faut relever que cela fait plusieurs années que Beneficial Life Insurance respecte ses engagements en assurant le paiement des rentes annuelles aux enfants bénéficiaires répartis sur toute l'étendue du territoire national. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Simon-Serge Kakak. Bonsoir. Bonsoir Cédric Noufélé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun, président de Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance sur le continent africain. Vous avez suivi et aussi lu dans la presse cet appel de Paul Aya Abiné à l'endroit du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et le respect des droits de l'homme, lui qui a saisi cette instance onusienne pour dénoncer sa détention illégale, ce magistrat en retraite, et poser le problème de ses conditions de santé qui ne cessent de se détériorer. Quel est l'intérêt d'une telle démarche pour ce magistrat retraité et placé en détention au Cameroun? Merci, monsieur Cédric Noufélé. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une certaine observation qui va permettre à l'opinion de comprendre les contours de cet organe qu'on appelle le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Vous savez qu'en réalité, lorsqu'on parle d'un procès pénal dans un état de droit, comme le Cameroun, retenez que le procès pénal vise 2 choses. Lesquelles? La première chose, c'est la manifestation de la vérité. Et la deuxième chose, c'est la protection des libertés individuelles et des droits humains, dont les principaux sont, dans le cadre d'un procès pénal, les droits de la défense, on appelle les droits de défense. Donc, en réalité, lorsqu'on constate dans un procès pénal que ces 2 enjeux, non, les parties, notamment l'inculpé ou le prévenu ou l'accusé, a le droit de saisir cette institution qui peut sévir, et c'est le gouvernement qui en pâtisse. Alors, dans ce cas, aucun procès n'a encore été ouvert à l'encontre de Aya Paul Abiné. Comment comprendre justement qu'à cette étape, ils saisissent déjà ce groupe de travail des Nations Unies? Bon, en fait, je ne suis pas conseiller de M. Aya Paul Abiné, mais autant que je puisse le savoir. Dans ce dossier, il était interpellé, et je pense qu'il est en ce moment en détention. Il est en détention, et s'il estime, vous savez quand même qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce monsieur était magistrat chevronné, il était quand même la deuxième personnalité du parquet général de la Cour suprême du Cameroun, donc il sait de quoi il parle, il est en détention, il peut estimer que sa détention est arbitraire, et dans ce cas, il saisit donc le groupe de travail de l'ONU pour la détention arbitraire. Maintenant, la saisie ne veut pas dire forcément décision. Ce qui est constant, c'est que le groupe de travail va se saisir du dossier, il va certainement émettre un avis, parce qu'en réalité, il faut que cela soit également noté ici, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire ne rend pas de décisions contraignantes pour les États. Cet organe n'émet que des avis, parce qu'il faut que les gens le sachent également, le seul organe des Nations Unies qui prend des décisions contraignantes pour les États, c'est le Conseil de sécurité, qui prend des décisions qu'on appelle des résolutions. Mais on observe justement que de nombreux justiciables camerounais
ont saisi ces dernières années ce groupe de travail des Nations Unies, malgré le fait que vous le précisez, que son avis reste bien sûr consultatif, mais quelle est sa portée au regard de la multiplication des saisines de la part des Camerounais auprès de cette instance? Non, ce que je dois vous dire, c'est que déjà, la nature juridique même du groupe de travail de l'ONU pour la détention arbitraire est très claire, parce qu'en réalité, c'est un organe qui a été créé en 1991 par l'ancienne commission des droits de l'homme de l'ONU. Et quand on dit ONU, ça veut dire quand même que c'est un organe sérieux. Mais il se passe que, malheureusement, cet organe ne met que des avis. Et quand on dit avis, ça veut dire qu'en fait, l'État peut suivre qu'on ne peut pas suivre. Vous savez que dans le contexte camerounais, c'est pratiquement la 4e fois que cet organe est saisi. Cet organe a été saisi, je crois, par Paul Riquigné. Cet organe a été saisi par M. Michel Thierry Tangana. Cet organe a été saisi par l'ex-ministre Mara Famidou Yaya. Mais vous savez que dans ce dernier cas, effectivement, il y a un avis qui avait été émis. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne l'a pas libéré. Parce que cet organe avait demandé, avait intimé l'ordre, avait dit dans son avis que le gouvernement devait libérer ce monsieur. Malheureusement, le gouvernement n'a pas suivi. Est-ce qu'il n'y a pas une portée symbolique forte et peut-être d'autres moyens de pression qui pourraient résulter de l'avis qui peut être émis soit en faveur ou en défaveur des justiciables qui saisissent ce groupe de travail? Non, en fait, ce que je veux faire observer ici, c'est que lorsqu'on parle de l'ONU d'une manière générale, vous savez que l'ONU, c'est une organisation internationale. Qu'est-ce qu'on appelle organisation internationale? C'est cette organisation à laquelle les États ont délégué une partie de leur souveraineté pour prendre des décisions contraignantes. Mais il se passe que ce n'est pas tous les organes de l'ONU qui peuvent prendre des décisions contraignantes. Donc, pour répondre spécifiquement à votre question, l'avis émis, ou bien l'avis qui pourrait être émis dans ce cas, par le groupe de travail de l'ONU ne sera pas contraignant peut-être pour l'État du Cameroun, mais ça aura quand même une grande portée symbolique parce que c'est un avis qui peut permettre à l'ONU dans sa globalité de comprendre qu'il y a problème au Cameroun. Justement, l'ONU a plusieurs fois épinglé le Cameroun sur les conditions de détention de façon générale. Et vous l'avez vu tout à l'heure, l'une des responsables de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est rendue dans une des prisons situées dans la région du Sud pour déplorer la vétusté des conditions, des bâtiments dans lesquels se trouvent ces prisonniers, pour déplorer la surpopulation carcérale. Quel regard portez-vous sur les réformes engagées en vue d'humaniser davantage les prisons? Est-ce que le Cameroun suit la bonne voie dans ce sens? Non, non, non. Ce que je peux vous dire de manière péremptoire, M. Cédric Noufélé, c'est que la situation carcérale est préoccupante dans notre pays. Ce que nous venons de voir là à Mbam n'est que symptomatique, parce qu'en réalité, c'est une situation qu'on retrouve dans presque toutes les prisons du Cameroun, à quelques exceptions près. Parce que même ici à Douala, si vous y allez, je suis convaincu que vous ne pourrez pas supporter de voir ce qui s'y passe. Les conditions carcérales sont totalement inhumaines dans notre pays. Et je dois également le dire ici. Je pense que si l'État ne saisit pas le taureau par les cornes, la situation va devenir encore plus grave. Parce que tout se passe comme si dans notre pays, ce qu'on appelle les prisonniers d'une manière générale n'ont pas de droit. Mais c'est les bannis de la société, ce qui est totalement faux. Parce qu'en réalité, dans les prisons, dans des pays sérieux, dans toutes les prisons, il existe ce qu'on appelle les mécanismes de resocialisation. Parce qu'en réalité, tous ceux qui vont en prison ne sont pas forcément des bandits de grand chemin. Donc il faut qu'on trouve des meilleurs stratagèmes pour améliorer de manière exponentielle les conditions carcérales dans notre pays. Est-ce que les réformes du code pénal ne visaient pas justement à pouvoir résoudre en partie ce problème? Oui, écoutez, vous savez, le problème de notre pays n'a jamais été au niveau des textes. Les textes existent toujours, les textes ont toujours existé, et peut-être les textes existeront toujours. Mais ce qui est déplorable et lamentable dans notre pays, c'est l'application de ces textes, où on a le sentiment qu'il y a des gens qui n'ont pas la volonté de les appliquer. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas au niveau des textes. Il faut que le gouvernement comprenne que les prisonniers demeurent des citoyens camerounais comme tout le monde. Surtout que si vous allez dans nos prisons, vous allez constater que la plus grande partie de ceux qui s'y trouvent sont en situation de détention et non en situation de condamnation. Parce qu'il y a une différence entre les détenus, ceux qui n'ont pas encore été condamnés et ceux qui ont déjà été condamnés. Alors comment comprendre justement cette forte présence des personnes placées en détention dans les différentes prisons au Cameroun?
Oui, en fait, je pense qu'il faut aussi noter, hein, ça c'est le cas de le dire ici, il y a quand même une augmentation de la criminalité dans notre pays, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que le gouvernement n'a pas encore exprimé une réelle volonté politique d'améliorer la situation carcérale. Donc nous autres, ce que nous lançons comme appel à partir d'une tribune comme celle-ci, c'est que le gouvernement comprenne que cette situation est vraiment lamentable et c'est des situations qui amènent la communauté internationale à se poser des questions sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. Parce que ce qu'on appelle les prisonniers, ce qu'on appelle les détenus, ce qu'on appelle les condamnés, c'est des gens qui ont des droits. Ils n'ont pas, ce n'est pas des bannis de la société. Il faut que le gouvernement comprenne que ces gens doivent être traités de manière humaine. C'est ça qui justifie toutes les récriminations qui sont faites sur le Cameroun. Et parmi ces récriminations, il y a ce fameux rapport d'Amnesty International qui divise l'opinion camerounaise concernant, bien sûr, la gestion des prévenus ou des personnes présumées membres de Boko Haram dans le cadre de cette guerre menée contre le terrorisme. Quel regard portez-vous sur les critiques formulées à l'encontre du gouvernement au sujet, bien sûr, de la gestion de cette guerre? Je vais également répondre ici de manière claire et péremptoire, Cédric, c'est que, en fait, pour une fois, le gouvernement a raison. De mon point de vue, le gouvernement a raison parce que ce que Amnesty, parce que j'ai plus le temps, personnellement, j'ai plus le temps de lire ce rapport. Il y a des choses que j'ai quand même déplorées, où j'ai eu le sentiment que le rapport d'Amnesty International n'a pas tenu compte de la nature même de la guerre que le Cameroun est en train de livrer à Boko Haram. Parce qu'en réalité, ne le perdons pas de vue, la guerre que le Cameroun livre contre Boko Haram, c'est une guerre asymétrique. Qu'est-ce qu'on appelle une guerre asymétrique, Cédric? Une guerre asymétrique, c'est une guerre où tu ne connais pas qui est ton adversaire. Où tu ne parviens pas à identifier ton adversaire. Où ton adversaire n'est même pas identifiable. Où ton adversaire utilise des méthodes peu orthodoxes. Parce que quand ces gens viennent créer la zizanie, ils viennent créer, j'allais dire, le désarroi au Cameroun, ils ne lésinent pas sur les moyens. Ils utilisent les moyens atroces et totalement inhumains. Est-ce que l'alerte que lance Amnesty International ne vise pas à rappeler le Cameroun d'éviter de ressembler au bourreau que l'on est en train de combattre? Non, non. Je ne suis pas d'avis parce que, en réalité, lorsque vous avez lu ce rapport, vous avez le sentiment et même la conviction qu'il ne peut être valable que dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Parce que ce qu'on appelle guerre conventionnelle est régi par un ensemble de textes qu'on appelle généralement le droit de la guerre. Le droit de la guerre qui a pour émanation le droit international humanitaire. Mais quand vous êtes dans une guerre asymétrique, mon ami, on peut vous parler du droit de l'homme. Les droits de l'homme ne peuvent exister que dans une guerre conventionnelle. Mais dans une guerre où vos adversaires, vous ne les connaissez même pas, les gens viennent, ils posent des actes terroristes, commettent des attentats dans des marchés, dans des débits de boissons, vous demandez aux gens de respecter le droit de l'homme, je dis qu'il n'y a pas, que ça ne tient pas la route. Donc moi je pense, à mon humble avis, que Amnesty International, dans ce cas précis, c'est lamentablement fourvoyé. Justement, à côté de ces situations des droits de l'homme, il y a celle qui concerne les réfugiés nigérians, centrafricains, qui sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes du Cameroun, notamment dans le septentrion. Et la conférence semestrielle des gouverneurs a fait grand cas de ce problème avec la recrudescence des attentats suicides. Le Cameroun s'interroge sur la gestion de ces réfugiés avec le peu de moyens mis à sa disposition. Comment pensez-vous que l'on puisse régler ce problème des réfugiés avec cette recrudescence des attentats suicides? Non, non, non. Je pense que le problème des réfugiés a toujours été traité de manière synergique par l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il y a des organismes comme l'HCR. Mais l'HCR qui a plusieurs fois remonté les bretelles au gouvernement camerounais quant au rapatriement jugé forcé de la part des ressortissants nigérians, ce que le Cameroun a refuté, estimant qu'il y avait parmi eux des complices de ces terroristes. Non, écoutez, je pense que il faut poser ce problème avec beaucoup de comment dirais-je, de tact, parce que en réalité, on ne sait pas qui est réfugié. Quand ces gens arrivent ici en masse, on ne sait pas qui est réfugié, qui ne l'est pas. Moi, je pense que la première des choses à faire,
avant de traiter quoi que ce soit dans le cadre de ce dossier, c'est d'abord de statuer sur la situation de réfugié. Parce qu'en fait, pourquoi vous traitez comme réfugié, il faut bénéficier de manière officielle du statut de réfugié. Même dans les pays occidentaux, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Quand ces gens arrivent, parce qu'avec ces exactions de Boko Haram, ces gens arrivent en quantité, permettez-moi l'expression, en quantité industrielle au Cameroun, l'État, bien qu'il soit un État assez hospitalier, n'a pas les moyens de recevoir tout le monde. Donc à un moment donné, le gouvernement peut adopter une stratégie pour filtrer, savoir qui est réellement réfugié et qui ne l'est pas. Si quelqu'un présente, j'allais dire, des signes suspects, et que le gouvernement décide de le faire repartir dans son pays, je ne vois pas en quoi cela peut être scandaleux. Moi, je pense que ce problème aujourd'hui, si j'avais un avis à donner là-dessus, il faudrait que le gouvernement essaye de trouver vraiment une position concertée, non seulement au niveau de la zone CEMAC, parce que c'est un problème qui commence d'abord au niveau de notre zone, parce que quand les réfugiés viennent de la Centrafrique, c'est la CEMAC qui est concernée. Il faut donc qu'on essaie de voir ça au niveau de la CEMAC. Ensuite, on ira voir ça certainement au niveau de l'Union africaine avant de poser d'autres problèmes à l'échelle planétaire. Ce problème ne peut être résolu que de manière concertée. Merci, Maître Simon Serge Kakar. Je rappelle que vous êtes avocat, président de Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.